Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risk Intel Media, ce soir en partenariat avec Another Way. On va parler d'une thématique, celle des cyberattaques et de la manipulation, les européennes face aux guerres d'influence. Et pour discuter de cette thématique, on a avec nous 4 experts qui vont d'ailleurs se présenter à tour de rôle. Et je vais commencer par vous donner la main, Alban. Bonjour Yasmine, donc Alban Androjek, cofondateur et directeur général d'Another Way, anciennement officier de renseignement et expert cyber chez Orange avant de fonder Another Way en 2019. Merci. Marion. Marion Bucher, bonjour à tous, bonjour Yasmine. Donc je dirige le CERT sectoriel de l'aéronautique et avant j'étais militaire. Philippe. Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Ah oui, on a deux Philippe ce soir. ce soir. Et donc moi, Philippe, eh bien, je suis le directeur sûreté du groupe IDEMIA, un groupe de haute technologie qui fait de la crypto et de la biométrie. Et auparavant, j'étais comme Marion, un ancien militaire. Et après un passage chez Capgemini en cyber, j'ai rejoint IDEMIA il y a maintenant 4 ans. Et Philippe Bailly. Bonsoir, je suis le colonel Bailly, je suis à l'état-major des armées. Je m'occupe plus particulièrement de lutte contre la désinformation et les manipulations de l'information. Donc on n'a vraiment que des profils qui ont énormément de valeur ajoutée à apporter à cette thématique ce soir. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ? Bien sûr. Oui. On remarque quand même qu'on a 4 militaires et anciens militaires autour de la table. C'est peut-être pas un hasard. Bon, alors pour commencer cette émission de ce soir, j'aimerais parler de ce qu'a décidé récemment la Commission européenne, d'ailleurs fin mars, qui a appelé les plateformes telles que Facebook, X ou YouTube à prendre des mesures pour contrer les risques de manipulation au moment des élections européennes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont les risques ? Écoutez, je pense que à l'heure actuelle, dans les démocraties, les processus électoraux sont très fiables. On a observé sur les dernières élections que les fraudes étaient ou peu existantes ou complètement inexistantes, et toutes les requêtes judiciaires qui ont été menées ont échoué, puisqu'on peut considérer aujourd'hui que les processus électoraux sont fiables en tout cas dans les démocraties comme sont les pays européens. Donc effectivement, on est sur une autre dimension, on est sur la dimension de l'information, on est sur une dimension qui est une dimension d'influence et plus sur le processus électoral lui-même. Ce qu'on a connu il y a quelques années où les morts votaient, où on avait des gens, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits, tout ça n'existe plus. Donc on est maintenant sur des processus qui sont beaucoup plus insidieux au moment des élections. Merci. Je voulais également parler des fuites massives de données. Alors cette année et surtout récemment, on a eu quand même pas mal d'actualités autour de ça, que ce soit notamment via Demis, Almeris ou France Travail. On a eu beaucoup de fuites de données des citoyens. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces fuites de données vont venir renforcer les capacités d'ingérence des puissances étrangères ? Alban ? Oui, pour moi, il y a. Oui, comment ? Oui, pour moi, il y a deux renforcements d'ingérence, on va dire. La manipulation des foules, on y reviendra, et puis la déstabilisation d'hommes clés ou de personnes clés. Manipulation des foules, c'est avec toutes ces données qui peuvent fuiter, c'est mieux connaître en fin de compte la population pour savoir comment mieux cibler le message et pouvoir influencer certaines personnes. Avec toutes ces fuites de données, on va savoir qui a des tendances pour voter telle ou telle personne, qui va avoir tel ou tel centre d'intérêt. Donc, par exemple, si vous êtes des tendances un peu écologistes, etc., on va pouvoir renforcer un petit peu cela avec certains messages et arriver jusqu'à des situations extrêmes ou de blocage du pays. Et puis après, des fuites de données qui vont être sur la déstabilisation d'hommes clés, peut-être ceux qui vont se présenter aux élections, pour dire, tiens, à cause d'une fuite de données, on a pu déterminer qu'il était sur certains sites de rencontres extra-conjugales ou qu'il va avoir un dossier fuité d'un hôpital. Et puis, bizarrement, J-1 des élections, cette information va apparaître et va déstabiliser le candidat et peut-être avoir une influence sur l'élection. En fait, il s'agit de ciblage, et donc soit c'est du micro-ciblage sur un individu qui permet de connaître des vulnérabilités pour permettre de l'attaquer, soit donc informationnellement parlant sur sa réputation ou faire du chantage, ou alors effectivement plutôt rentrer dans son système, c'est-à-dire plutôt le hacker, ou alors du ciblage de masse, et effectivement c'est ce que cherchent nos compétiteurs, à fractionner notre société, qui n'a pas besoin de nos compétiteurs pour être déjà fractionnés, et qui donc utilisent des vulnérabilités sociales pour augmenter les dissensions, et il n'y a pas beaucoup d'événements aujourd'hui qui ne sont pas utilisés par nos compétiteurs pour les exploiter dans le champ informationnel. Alors,
Marion, vous voulez dire quelque chose? Dans le secteur de l'aéronautique, on est soumis à la cybercriminalité, mais on est également soumis au problème de la propriété intellectuelle, puisque un certain nombre d'acteurs détiennent des secrets industriels qui ont mis du temps à être développés via de la recherche et développement, qui a des coûts. Et donc, acquérir ces secrets à moindre coût peut donner un avantage compétitif. Et donc, on a plusieurs façons d'acquérir ces secrets. Une première façon, c'est via des cyberattaques et des fuites de données directement chez les entreprises ciblées, principalement plutôt les sous-traitants d'ailleurs en général, puisqu'ils sont moins bien protégés que les donneurs d'ordre. Et la deuxième façon, c'est de faire, c'est une approche de faire de l'ingérence économique, d'aller voler des secrets ou voire de recruter des sources. Et ça se fait souvent à travers des informations qui ont été soit librement partagées par les gens sur Internet, soit qui peuvent se trouver aussi dans des endroits qui sont un petit peu plus cachés, mais pour lesquels, et qui peuvent provenir de fuites de données également. Alors, derrière ces groupes criminels qui volent des données, en tout cas en masse assez phénoménale, est-ce qu'on peut y déceler parfois de l'ingérence étatique derrière? Je peux répondre par exemple, quand on a vu ce grand phénomène des ransomware ou rançongiciels, comme dirait l'ANSSI, on a pu constater des fuites de données, des données qui peuvent être classiquement, on va dire, soit revendues, parce qu'ils vont capter des données, et puis ça a une certaine valeur sur le marché, on va pouvoir la revendre, se faire de l'argent, soit réutilisée par celui qui l'a acheté pour ensuite faire des attaques ciblées contre Madame Michu en lui envoyant des mails de phishing, etc. Soit éventuellement derrière de plus grosses instances étatiques également, où on peut s'apercevoir que certaines cibles de ransomware, prises une à une, on dit tiens, c'est intéressant sur telle donnée, mais on peut se dire tiens, étonnamment, sur un timing donné, on va avoir des cibles qui vont se rapprocher par exemple d'un sujet très particulier, des écoles, des laboratoires, des industriels, des sous-traitants qui au final travaillent sur le même sujet. On se dit est-ce que ce n'est pas des attaques coordonnées qui, je te rejoins Marion, dire mais au final c'est un peu coordonné sur un espionnage d'une certaine technologie par exemple. Voilà, on pourra se poser aussi la question peut-être tard sur quand on fait un ransomware sur des structures comme un CHU, comme des hôpitaux qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, l'argent pour payer cette rançon. Est-ce que derrière, au final, la rançon serait qu'un bonus et puis avoir le dossier médical, comme on disait, du candidat en lice pour les élections, c'est plus intéressant aussi pour d'autres commanditaires. Philippe Bailly. Non, mais ce qui est bien connu, c'est aussi l'attaque par rebond. C'est-à-dire que lorsque, en fait, il faut partir du principe que il faut actionner une vulnérabilité. Et souvent, cette vulnérabilité, elle peut être, par exemple, un biais cognitif. Lorsque vous recevez un email qui est mal fait, de phishing qui est mal fait, aujourd'hui, une certaine quand même, proportion des employés d'une entreprise vont être sensibilisés parce qu'il y a des entreprises dont c'est le métier de faire de la sensibilisation cyber et donc ne vont pas cliquer sur le lien compromis. Par contre, vous recevez un email qui vous dit que dans 15 jours, pour valider votre rendez-vous dans l'hôpital, un tel rendez-vous que vous avez mis 6 mois à obtenir, et que pour valider ce rendez-vous, parce qu'à cause des règles Covid, etc., il faut cliquer sur le lien, vous avez quand même nettement plus de chances d'avoir des gens qui vont cliquer sur le lien. Et donc, cette ingénierie sociale, elle est importante parce qu'elle permet de faire des attaques haut du spectre, mieux ciblées, et donc avoir un succès pour les attaquants supérieurs. Et donc, tout ce qui est fuite, effectivement, après, ces fuites massives de données, elles servent à générer des attaques. Mais je pense qu'on va parler d'IA. Ouais. Et en fait, c'est du traitement de données. Et donc, ça fait de l'IA derrière qui peut traiter ces données. Et ça fait des attaques mieux ciblées en masse. Allez-y, Marion. Votre question qui porte sur la liaison entre les groupes criminels et certains États, c'est un peu comme la question de l'attribution. C'est souvent difficile à faire. Ceci étant dit, on sait maintenant que dans certains États, il y a des liens entre les services de renseignement et les groupes criminels. On le voit d'ailleurs à certains événements. Sur notre secteur, on a souvent eu des attaques DDoS, par exemple, à la suite de déclarations politiques des politiques français, du président Macron notamment. Et donc, on voit bien que ces attaques-là, elles sont... certains pays font appel de manière assez importante au mercenariat et donc achètent de la prestation pour pouvoir déstabiliser, par exemple, notre secteur suite aux annonces politiques.
Je reprends en effet ce que tu disais. Par exemple, pendant la période du Covid, il y a eu beaucoup de ransomware contre les hôpitaux, où justement les représentants de l'État français disaient on doit s'appuyer sur les hôpitaux, c'est la clé, etc., de succès pour sortir du Covid. Et bizarrement, les hôpitaux se sont attaqués pour déstabiliser sûrement la politique française. Alors nous, on prend ça, éventuellement, on peut prendre ça au premier degré et dire « Oh, mince, c'est que parce qu'ils veulent revendre de la donnée médicale, ça se revend bien, ils veulent de la rançon. » Mais au final, c'est quand même bizarrement, quelques jours après, le pilier sur lequel on veut se baser pour sortir du Covid qui se fait attaquer. Donc il y a de vraies stratégies derrière qui peuvent être liées à la déstabilisation étatique. Et on sait également que parfois, c'est un mode d'action, c'est-à-dire qu'on fait du bruit en faisant du DDoS, donc par des groupes criminels qui sont connus. Et derrière, on a d'autres intrusions qui, elles, sont masquées un petit peu par ce bruit-là, qui avait été fait pour cacher, pour être l'arme. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de la diversion et derrière, on peut s'infiltrer dans tout ce bruit. C'est ça. Et avoir des difficultés à remonter toutes les traces à cause de ces DDoS et voir ce qui s'est réellement pu se passer. C'est bien, c'est intéressant, Alban, que tu parles justement des hôpitaux, parce que c'est une question que j'allais poser plus tard. Parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup d'attaques qui ciblaient des hôpitaux, mais on sait aussi en face qu'ils ont quand même des moyens financiers qui sont faibles. Donc l'objectif n'est clairement pas de faire des ransomware, en tout cas de récupérer des sommes particulières. Et effectivement, certains observateurs pouvaient, ou en tout cas penser qu'il pouvait y avoir des motifs ultérieurs. Et j'avais pas pensé, justement, je crois que c'est toi Marion qui vient de le dire, ou peut-être Alban, qu'au moment des élections, on pourrait très bien effectivement cibler un hôpital pour potentiellement récupérer tout simplement le dossier médical du candidat. C'était toi Philippe qui l'avait dit? C'est moi, oui, non, c'est pareil. On a exactement la même approche. Moi, je pense que tout comme on disait que les attaques peuvent avoir lieu de manière massive ou de manière ciblée, le type d'attaquant peut être de deux types. Vous avez l'opportunité, et on l'a vu, des gens qui ont fait tomber des grands groupes en étant adolescents et sur un PC chez eux. Donc ça peut se produire. Et puis vous aurez derrière des affaiblissements programmés par des attaques peut-être plus minimes, moins décelables, mais extrêmement nombreuses. Et c'est là où le danger est, parce que en fait, attaquer un hôpital, bon, c'est difficile de remonter qui va attaquer l'hôpital. En plus, il est très difficile sur l'effet sur les populations et pas vraiment celui escompté, parce qu'à part affaiblir l'État, ça va pas avoir un très grand effet positif auprès de la population, donc pas de soutien. En revanche, un certain nombre d'attaques extrêmement nombreuses qui affaiblissent un système, c'est de la cybercoercition, comme le dirait Bernard Barbier, qui l'a promu il y a quelques mois, années. On est sur des attaques avec le monde cyber et ce milieu complètement ouvert, avec des attaques qui peuvent être très faibles, extrêmement nombreuses. Et on en vient à l'IA. La problématique de l'IA, c'est pas que ça va changer quoi que ce soit dans la façon de faire, c'est que ça va être de bien meilleure qualité, ça va avoir une très grande puissance et ça va avoir une fulgurance. Donc derrière, le but, et c'est déjà le cas pour beaucoup des sociétés qui assurent la cybersécurité ou qui participent à la cybersécurité, l'IA est déjà utilisée en masse dans les outils de défense. Parce que se faire attaquer par de l'IA ou se faire attaquer par des bots, comme on l'a vu depuis des années, ça nécessite une puissance de défense extrêmement importante. Donc l'IA est déjà dans les outils de défense. Donc l'IA ne va pas changer le paradigme de l'attaque-défense. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le décupler. Et donc là, on est sur des en termes de réaction humaine, parce qu'il va y avoir de l'accès des attaques réputationnelles, il va y avoir un certain nombre d'impacts physiques, etc. On va être sur de la fulgurance. Et là, ça va être difficile. Parce que techniquement, je pense qu'IA contre IA, elles finiront par se neutraliser. En revanche, les impacts humains, nous, on n'a pas la même réactivité. Et donc, dès que ça va toucher du physique ou de l'humain, eh bien là, ce sera plus difficile de se défendre. Je rebondis sur ce que tu dis, Philippe, avec l'IA, et faire le croisement avec toutes ces fuites de données. L'IA, il ne faut pas oublier que ça apprend grâce aux données. Et tous ceux qui ont de la donnée, c'est ceux qui vont pouvoir avoir une IA la plus forte, en fin de compte. Et tous ceux qui vont pouvoir
agréger toutes ces données volées sur les cibles, au final, de population. Quand on parle d'ingérence et d'influence, c'est mieux connaître, encore une fois, son ennemi, donc souvent nous, si on est la cible, et mieux connaître nos tendances, nos façons de voir le monde, nos usages, nos us et coutumes, nos appétences. Et donc ça veut dire que toutes ces données peuvent être utilisées sur des IA qui peuvent, en effet, savoir ensuite quels sont les messages à faire passer, à travers d'avatars, etc., pour avoir la meilleure réaction de la population cible, pour les emmener à des actions, comme tu disais tout à l'heure, Philippe, voilà, je ne sais plus quel terme tu utilisais, mais voilà, enfin, de ségrégation, etc., des actions qui peuvent diviser la société. Et justement, la Commission européenne a demandé aux entreprises qui utilisaient notamment des IA pour générer du contenu de faire attention et de mettre en place en fait des actions pour éviter les risques qui peuvent être engendrés. Et justement, moi, ma question, c'est de savoir quels étaient les risques vis-à-vis de ces IA. Pourquoi la Commission européenne fait ces recommandations-là? En fait, je pense qu'on peut juste un peu rembobiner et se rappeler de l'époque en 2015 où on voit apparaître de manière assez massive la propagande terroriste djihadiste sur les réseaux sociaux de manière très ouverte. Et c'était une époque où, souvenez-vous, un jeune Français issu d'une classe sociale qui pose aucun problème, totalement intégré dans la société, vivant en province, pouvait pendant 48 heures consulter des vidéos d'égorgement sur Facebook et le lundi, après un week-end enfermé dans sa chambre, prenait la décision de partir faire le djihad et rejoindre le califat. Et les plateformes ont été mises sous pression alors par bien sûr l'État, c'est là où on voit apparaître des beaux processus type la Pharos qui ont permis de purger la propagande djihadiste de ces réseaux sociaux ouverts. Mais surtout, je pense que c'est le risque réputationnel qui fait que, en ayant conscience que ces plateformes donnaient accès à cette propagande djihadiste en ligne sans aucun contrôle, les familles ont commencé à s'émouvoir de ce fait. Du coup, les plateformes, parce que ça protégeait, enfin, ça attaquait leur business model, ont mis par elles-mêmes une forme de régulation. À la rigueur, elles l'auraient fait même si l'État ne leur avait pas demandé. C'est une supposition. Aujourd'hui, il n'y a plus de propagande terroriste en ligne. Ou alors, il faut vraiment aller dans des groupes très fermés, il faut être recommandé, il faut vraiment avoir envie de la consulter pour y arriver. Ça prouve qu'on peut y arriver. Pas du tout la même chose pour la désinformation, qu'on voit apparaître un peu plus tard. La désinformation, pourquoi elle est pernicieuse? Parce qu'elle a soit les apparences de l'info, et c'est souvent de la désinformation, mais elle peut avoir les atours de l'information. Les chaînes RT, Russia Today en France et Sputnik ont été assez célèbres de ce point de vue-là. Mais c'est aussi que c'est parfois des opinions politiques. Et en fait, il n'y a pas la même violence facialement assumée que lors de la propagande terroriste. Et donc, du coup, les plateformes sont plus réticentes parce qu'en fait, c'est une forme de police de la pensée. Et aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est si on veut lutter contre la désinformation, et je pense que c'est l'objectif de la Commission européenne, c'est d'impliquer les plateformes à faire le ménage sur leur propre plateforme. Et après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on voit que toutes les entreprises françaises qui continuaient à faire du business en Russie ont été accusées, blâmées. Il y a eu des procès médiatiques et la plupart ont dû prendre des mesures très radicales. Les seules entreprises aujourd'hui qui continuent à faire du business avec la propagande du Kremlin, c'est les réseaux sociaux. D'accord. Je me permets de prendre une question qui a été donnée par le public. Certains accusent des entreprises françaises de faire des actions d'influence pour le compte d'acteurs étrangers. Est-ce que cela existe vraiment? Qu'est-ce qu'il est possible de faire contre cela? L'éthique. Il y a des lois, il y a de l'éthique, il y a un certain nombre de choses. On l'a vu dans les pays démocratiques. À partir du moment où vous franchissez la ligne rouge, contrairement aux réseaux sociaux qui, eux, ont un business model, les États, eux, ont une réglementation et une éthique. Et donc, je pense que la vraie réponse, elle est de ce domaine-là. Elle sera pas sur le business model, ça c'est sûr. Et on a vu pas mal d'expériences malheureuses ces dernières années sur le sujet. Donc, malheureusement, ça arrive dans tout business. Hein. Si vous n'avez pas de comité d'éthique ou que votre comité d'éthique ne filtre pas, il y a des dérives. Et dans le champ informationnel, vous n'êtes pas exempt de ce genre de pratique, malheureusement. Il
Il y a un très bon bouquin que je recommande qui s'appelle Le montage de Vladimir Volkov, qui a été écrit au début des années 80 et qui décrit l'action d'un agent d'influence du Kremlin, piloté par le KGB et installé en France. C'est un agent littéraire qui en fait fait publier des livres qui, par effet indirect, portent un avantage au Kremlin. Et dans la dernière partie de ce bouquin, il y a au moment donné la question de l'arrestation de l'agent d'influence. Il y a tout un débat sur l'arsenal juridique pour appréhender un agent d'influence de l'étranger en France. Et je pense que le bouquin a été écrit dans les années 80, mais il reste parfaitement d'actualité. Cela dit, l'État français s'est quand même organisé. On a, j'imagine, vous connaissez tous l'instance qui s'appelle Viginum, qui dépend du Premier ministre, qui vise à caractériser les ingérences numériques étrangères. Et il peut y avoir derrière un processus, si les traces laissent à penser qu'une entreprise française est impliquée, je pense que ça peut aller assez loin dans le traitement judiciaire. Le moyen cyber n'est pas le seul à être, le domaine cyber n'est pas le seul à être concerné par la judiciarisation sur ces manquements. Hein. Le business, dans les entreprises, on est soumis à des règles et on peut être poursuivi si on manque à ces règles. Donc le cyber, c'est juste, je rebondis exactement sur le fait que dans les années 80, il y avait un livre, donc il fallait acheter le livre. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'image, elle vous arrive même quand vous ne la demandez pas. Et non seulement elle arrive, mais en plus, quand elle arrive, on a beau vous dire derrière que l'image n'est pas bonne, comme vous ne pouvez pas le vérifier, la plupart du temps, les gens la retransmettent. Et la diffusion est instantanée. Vous avez parfois 10 000, 20 000, 30 000 vues sur quelque chose qui est faux. En revanche, quand vous allez dire, allez checker, je ne sais pas, ça vous est sûrement arrivé, avec vos cercles, d'aller voir au moins si c'est un hoax, et vous le dites aux gens, mais les gens ne republient pas de la même manière le fait que c'est une fausse information. Donc, par la passivité, chaque individu favorise la transmission de la fausse information. Et une image, ça reste. Qu'elle soit vraie ou fausse, elle reste. Et ça, c'est terrible, parce qu'on n'est plus sur le domaine de l'écrit, qui demande de la réflexion, on est dans le domaine de l'impression cognitive immédiate à partir de l'image. Sans compter tous les idiots utiles. Parce que vous parlez d'entreprises qui seraient manipulées ou alors qui consciemment travailleraient pour des intérêts étrangers. Vous avez aussi effectivement des gens qui, de bonne foi, pensent servir les intérêts de la nation et qui finalement les desservent. L'exemple typique, c'est, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse affaire des Croix de David. C'est un couple de Moldaves qui sont payés par l'État russe pour peindre des étoiles de David dans les rues de Paris. Et ensuite les vectoriser sur les réseaux sociaux pour laisser penser que la France soutient d'une manière ou d'une autre l'offensive israélienne à Gaza. Dans la foulée, alors que c'est un fake, on sait que c'est totalement piloté par un État, etc. Dans la foulée, c'est parti comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les plateaux télé, avec une instrumentalisation, avec essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, et notamment pas du tout ce qui était imaginé, c'est-à-dire c'était sans doute lié à une partie de la population qui soutenait plutôt Gaza ou plutôt Israël, et donc là encore essayer de fractionner la société française en deux clans. Finalement, moi, ce que je comprends quand même de ce que vous me dites et de ce que je lis aussi de la part des personnes qui sont à distance, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça devient quand même compliqué aujourd'hui de pouvoir contrôler l'information, et finalement, on laisse libre cours à tout un champ de désinformation possible. Et vous venez de le dire parfaitement, c'est une traînée de poudre, c'est-à-dire que c'est parti de quelque chose, relayé sur les réseaux sociaux, amplifié, mais alors comment on fait ? Comment on peut faire ? Est-ce que ça peut être géré ou pas du tout ? On abandonne. Sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut constater, c'est que, comme tu le disais, c'est un peu compliqué. Quand on fait de la propagande terroriste, très extrême, avec des images violentes, etc., c'est assez simple à filtrer. Lorsque ça va reprendre une information un peu transformée pour en faire une désinformation, c'est très difficile de capter si c'est quelque chose de véridique ou pas et de filtrer. Ce que je peux constater, en tout cas sur les réseaux sociaux actuellement, c'est qu'ils filtrent maintenant à l'entrée sur les fameux faux avatars. Ils vont essayer de filtrer le fait que les gens soient, entre guillemets, montent patte blanche sur la création du compte. Alors ça peut être considéré comme, comment dirais-je, un intérêt pour la société de faire ça, ou
On a pu voir des histoires de nombre de faux avatars qui ont pu engendrer certaines valeurs capitalistiques de Twitter, par exemple, qui ont pu varier. Donc, à voir dans quel but est fait ce filtrage. Mais toujours est-il que là, on peut constater qu'il y a un vrai filtrage en entrée sur les avatars pour éviter justement que la désinformation puisse venir éventuellement de profils qui seraient non vérifiés, on va dire, et qui pourraient promouvoir de façon très brève, des fois dans le temps, mais de façon très large, certaines idéologies. Il y a toute une éducation à faire, qui se fait un petit peu, d'ailleurs, à l'école, on commence à leur parler de ces questions-là, mais même nous, dans la cyber, je crois qu'après, on va aborder la question des RSSI. Je suis étonnée que Philippe, vous n'ayez pas encore parlé de confrontation hybride. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus la cyber d'un côté, puis la désinformation qu'on n'avait pas trop avant de l'autre. On est sur un continuum et on voit que certains pays qui ont intérêt à attaquer des modes de pensée occidentaux, par exemple, vont utiliser différents modes d'action qui vont se répartir sur ce continuum-là. Et ça, on a parfois des éléments tangibles qui permettent de comprendre comment ça fonctionne. Viginum sort le rapport sur Portal Combat il y a 1 mois ou 2. Il se base sur des IP, des architectures de sites, des dates de création de sites, donc sur des éléments concrets. Et ça, je pense que c'est maintenant important de porter à la connaissance de tous et aussi des gens qui font de la cyber cette intrication assez importante entre eux, de la désinformation, des éléments géopolitiques et à titre personnel pour le CERT, parfois je me dis que c'est hyper intéressant de faire des briefings techniques sur des modes d'action, des TTP, des choses comme ça, mais ce serait aussi peut-être intéressant d'avoir une veille géopolitique en disant attention, là il y a eu telle déclaration, donc vous risquez d'avoir plus de DDoS, vous risquez d'avoir plus de fuites de données ou d'attaques. Très intéressant que tu parles de ce sujet parce que moi qui suis une entreprise qui a plusieurs positions sur différents continents, on constate par exemple que les Américains sont très en avance là-dessus. Sur le lien dans la cyber, dans mon entreprise, on n'a pas la même façon d'aborder la cybersécurité et j'allais dire les analyses d'événements cybersécurité que l'ont nos camarades américains qui, eux, sont vraiment, j'allais dire, constamment en guerre, en fait, constamment en train de se protéger contre des acteurs et identifient même des acteurs étatiques, parce que aux États-Unis, on fait beaucoup de travail étatique, identifient même des acteurs étatiques qui utilisent d'autres pays pour mener leurs opérations. Donc on est vraiment sur de la concaténation de données qui est très intéressante et surtout dans le temps, la 4D en fait. On utilise le temps, ils utilisent le temps pour faire ces analyses et non pas juste les typologies, les chemins d'attaque, un certain nombre de choses techniques. Ils utilisent le temps. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire, encore une fois, et on va en parler, que la technique ne suffit pas. Et surtout dans la guerre informationnelle, la technique n'est qu'une toute petite partie. C'est un moyen. Il évoluera, l'IA en fait partie, mais il y a sûrement des champs à penser de manière différente pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et Viginum, c'est un excellent exemple. C'est vraiment du contenu et pas de la typologie. C'est vraiment du contenu et c'est par le contenu qu'on progresse. Et tous les travaux que font Anotherway, c'est sur du contenu. C'est vraiment du lien de qualité, pas du lien de quantité. Alors, j'ai une question qui est posée par Laurent qui demande que pensez-vous de la maturité cyber des entreprises en France, notamment les OIV ? Alors non, on ne peut pas donner d'avis sur ce genre de choses. C'est très compliqué. Puis les OIV sont très différents aussi entre eux. En fait, regardez s'il y a des grandes attaques et si ce genre d'entreprise se retrouve sur le dark. Voilà. Bon, après, on apprend aussi que les Allemands se font espionner par les Chinois, qui sont espionnés par les Américains. Enfin bon. C'est très difficile de caractériser, de dire que les entreprises françaises sont mal protégées. En fait, il y a une vraie disparité dans le tissu économique français du fait que nous, en France, on aime beaucoup les PME. Et que malheureusement, une PME,
pour se défendre, elle a beaucoup plus de mal qu'un grand groupe. Donc les OIV, c'est sûrement les mieux protégés. Il n'y a qu'à regarder, alors moi je vais juste donner un exemple, il n'y a qu'à regarder les assurances cyber. Moi, en tant que patron de la sécurité chez IDEMIA, l'assurance cyber, à partir de 2020, ça a été un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet pour pas mal de grands groupes qui se sont dit, mais est-ce qu'on s'assure finalement? Les tarifs sont tellement élevés qu'on finit par se dire qu'on va s'assurer nous-mêmes. Et regardez maintenant l'assurance cyber, on revient à une quantification qui est plus saine et mieux mesurée. Pourquoi? Parce que les grands groupes, on a eu tous très peur. Puis finalement, c'était pas la vague qu'on attendait en 2020, pardon, 2019, enfin 2020-2021. De fait, on revient à du rationnel. Je pense que surtout, il faut rester rationnel. Effectivement, une PME, un menuisier qui fait ses devis sous Windows et qui n'a pas mis d'antivirus, bon, il y a eu, il y a quelques années, enfin quelques mois, il y a une marque de sous-vêtements féminins qui a failli mettre la clé sous la porte pour un ransomware. Peut-être que eux, effectivement, c'est plus compliqué. Maintenant, il y a quand même pas mal de clubs de cybersécurité en France. Il y a des grands événements, vous en faites partie, qui permettent aux gens de discuter entre eux, de trouver des solutions et d'aller très très vite. Donc le rattrapage, il est en cours. Je pense qu'on est en vraie amélioration de maturité sur les 2 dernières années. Nous qui travaillons au niveau d'un secteur, on s'aperçoit que c'est très hétérogène. En fait, on ne peut pas dire les RSSI parce que vous allez avoir des gens qui en fait font tout dans leur structure, qui sont DSI, RSSI, architectes, réseau. Enfin, vous avez des gens qui ont des équipes hyper bien staffées, avec des gens hyper compétents dedans. Donc, ils font parfois face à un environnement qui est plus ou moins cyber-friendly, notamment au niveau de leur direction et des conseils d'administration, qui sont plus ou moins sensibilisés à ces choses-là. Ils ont parfois du legacy aussi, avec ils héritent de systèmes qui sont ce qu'ils sont. Et du coup, moi, je suis confrontée à la fois à des gens. Là, nous, le CERT, on existe depuis 1 an. Pour l'instant, on a 35 membres à peu près. C'est des gens qui sont quasiment convaincus. Qui sont convaincus. Parfois, ils sont convaincus parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Ils n'ont pas forcément les ressources parce qu'ils sont tout seuls, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, donc ils veulent mettre en commun. Mais j'ai aussi des gens qui me disent, des chefs d'entreprise à qui j'ai parlé pour notamment organiser une table ronde parce qu'on inaugure le CERT début juin, et qui me disent « Ah non, moi la cyber, ça ne me concerne pas en fait ». Et donc, quand en 2024, on est chef d'entreprise et qu'on peut dire que la cyber, ça ne nous concerne pas, effectivement, à mon sens, on a un problème de prise en compte de la question. Au-delà de la maturité, je pense qu'il y a une vraie transformation de la cyber, en fin de compte. Les RSSI, au début, le métier, c'était très technique, mine de rien. On mettait de l'antivirus, du pare-feu, on gérait les réseaux. Et puis petit à petit, ils doivent apprendre à gérer de l'humain. Parce qu'on s'aperçoit que la majorité, alors, bien sûr, nous auraient que le reprendre ça, mais c'est un fait, plus de 80% des attaques passent par l'humain. Donc la main, il faut s'adresser aux humains. On parle pas au réseau comme on parle aux humains. Donc déjà, c'est une vraie transformation. Et puis en plus, quand on parle d'influence, etc., on parle en plus d'informations, des informations, enfin des sujets qui sont très loin on va dire, du legacy du métier des RSSI, quoi. Et on doit aller en plus maintenant, dans la maturité cyber, dire le cyber, ça a des impacts maintenant, comme tu le disais, sur l'entreprise. Et chaque patron d'entreprise doit prendre le cyber comme un nouveau risque pour son entreprise parce qu'elle peut couler. Parce que les impacts d'un ransomware sur un arrêt de production fait qu'ils peuvent couler à la plupart des PME. Je crois que j'avais un chiffre en tête, comme quoi à l'époque c'était 400 000 € à peu près pour une PME d'impact, ce qui est énorme pour une PME. Donc, on peut mettre la clé sur la porte. Donc, ce risque, c'est plus juste le risque du RSSI, cyber, va mettre des antivirus. Ça doit être aussi un risque qui est pris par la direction et un risque stratégique pour l'entreprise. Et c'est ça surtout qu'il faut emmener à maturité dans toutes les entreprises, c'est que c'est un risque qui peut faire planter une boîte complètement. Je pense que le vrai changement, c'est de le quantifier.
Je crois que ce qui a vraiment surpris, alors je reparlais de cyberassurance, mais ce qui a vraiment parlé aux patrons, c'est de leur dire, si vous voulez vous assurer, ça va vous coûter tant parce que votre risque, il est à tel niveau. Et ça, c'est un vrai changement parce que jusqu'à présent, c'était, comme tu le disais, du firewall, enfin, un certain nombre de défenses passives ou semi-actives avec un fournisseur de services. Il fallait répondre à un référentiel ANSSI. Voilà, exactement. Et là, on est passé sur du risque financier. Et ça parle. Et ça, le risque financier, ça parle. Sauf qu'on n'avait pas la maturité jusqu'à présent pour le faire. Alors, il y a certaines entreprises françaises qui proposent des systèmes qui permettent de le faire. Il y a les grands cabinets de conseil qui commencent à le faire. Mais on est comme sur l'assurance, en fait. Si on n'avait pas d'actuaires capables de simuler ou de quantifier les risques en matière d'assurance, on n'est pas capable de le faire en matière de risque. C'est la même chose. Donc, on arrive à maturité sur ce domaine-là. Et je pense que ça va être un vrai changement parce qu'on va pouvoir le démultiplier auprès des entreprises de plus petite taille. Alors que jusqu'à présent, le gars il se disait oui, bon, je vais arrêter la machine, mais j'ai une sauvegarde là, j'ai mis un disque dur dans le truc, oui, il y a 3 mois. Mais justement, le public disait exactement la même chose, puisque je vous lis le commentaire de Jean Merciel qui dit « Les RSSI ont dû apprendre à parler à des 6 août. La technique n'intéressait pas ses dirigeants. Par contre, les risques, la monétisation des mesures et mitigations sont les sujets. » Exactement. C'était très synchronisé. L'argent est le nerf de la guerre, n'est-ce pas, messieurs? Je veux dire, c'est évident. Il y a ça, et il y a aussi, à mon sens, un problème de compétence des conseils d'administration sur ces questions de cyber. Enfin, moi, je siège dans un conseil d'administration. Parfois, les moyennes... Déjà, ma génération, on n'a pas appris ça. Moi, j'ai pas eu de formation informatique à l'école. Mais alors, la génération, les gens qui sont plus âgés que moi, c'est encore pire. Et il y a le problème, c'est qu'à un moment, il y a quand même une base à avoir. Et si les gens l'ont pas, c'est compliqué pour eux de comprendre les enjeux. Ils ont l'impression qu'une attaque, on va se faire pawner un PC ou un serveur, mais ils n'ont pas ces notions de transfert, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire pour se protéger, qui est parfois pas forcément très compliqué, segmenter ses réseaux, avoir des politiques de mots de passe, du multifacteur. Je veux dire, le multifacteur, ça devrait être la base maintenant. Alors, justement, j'avais une question par rapport au RSSI. Donc, aujourd'hui, les RSSI ont aussi un travail de sensibilisation dans l'entreprise. Donc, ils sensibilisent justement aux risques autour de la cybersécurité. Mais est-ce qu'ils sont assez formés, ou en tout cas pour pouvoir transmettre et pouvoir en fait faire face à des manœuvres de déstabilisation complexes et massives? Est-ce qu'aujourd'hui, on a des RSSI qui sont en mesure de faire face à ça? J'espère qu'il y en a, mais après, ça fait beaucoup de choses. Entre déjà le RSSI qui parle de sensibilisation. Alors déjà, il y avait la sensibilisation de masse. C'était... Comme tu disais très bien, Philippe, à un moment donné, on sensibilisait parce qu'on ne pouvait pas trop quantifier le risque, mais on savait qu'il y avait un truc. Donc, 2 fois par an, parce que c'est bien ISO 27001, etc., on disait, on réunit tout le monde, on dit, il faut changer de mot de passe, il faut faire attention à la porte d'entrée, le truc classique, quoi. Tout le monde sortait de la salle en disant, oui, mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, petit cocktail derrière, pour s'enfiler les trucs. Quand on peut le quantifier... Et quand on va te dire, tiens, toi, tu as du diabète, toi, tu as du cholestérol, machin, je vais me faire attention à ce petit four. Et là, on arrive maintenant à mieux le quantifier. C'est ce qu'on fait à nos orway pour l'exposition du risque humain. Et déjà, quand on le quantifie, déjà, ça a plus d'impact parce qu'on dit, ah mince, alors ça peut faire peur. Mais en fin de compte, c'est la réalité, malheureusement. La peur est un bon conseiller. Oui, mais c'est la réalité. Donc, on peut le quantifier. Donc, on peut déjà, après, adresser... un conseil d'administration, etc., parce qu'on arrivera déjà à quantifier et voir l'impact. Et en plus, on s'aperçoit que quand on quantifie sur l'humain, on dit, tiens, c'est pas que ton PC, ton réseau qui va tomber, c'est toi aussi qui va être impacté à titre personnel. C'est toi qui va mal vivre le fait d'avoir cliqué, c'est toi qui va peut-être avoir une demande de chantage ou qui va avoir ton compte en banque piraté pour justement faire en sorte de déstabiliser dans l'entreprise. Donc ça, c'est déjà une première étape qui petit à petit vient en maturité. Le risque de déstabilisation, c'est un autre cran. Justement, est-ce qu'ils sont assez accompagnés, formés, soutenus dans cette démarche? Moi, je pense que la problématique dans la défense, elle vient de l'attaque. Elle vient de l'attaque. À l'heure actuelle, il y a un continuum côté attaquant entre ingénierie sociale et moyens techniques. Et on l'a maintenant, depuis plusieurs années, identifié. Les attaquants, quand ils ont des moyens suffisants, sont segmentés par métier et coordonnés.
Et il y a des étapes dans une attaque, vous n'arrivez pas en ransomware, à part ce qu'on a cité tout à l'heure, le cas un peu atypique, mais la plupart des attaques qu'on a vues, et les grandes attaques, sont menées par des gens qui ont une ingénierie sociale, une analyse de réseau, qui trouvent les failles et qui finissent par rentrer au bon endroit pour pouvoir opérer. Et comme on le disait, 80% du temps, c'est l'humain. Donc l'humain, c'est quoi ? C'est l'ingénierie sociale. Et en fait, l'analyse d'une architecture réseau, on va faire de la microsegmentation, on va mettre un certain nombre d'outils en place, mais si l'humain défaillit, faillit plutôt, l'entreprise est à risque. C'est là où je pense qu'on on en discutait il y a très peu dans un comité, une réunion de cybersécurité. La cybersécurité, maintenant, c'est plus un domaine seul, quoi. C'est comme la sûreté à l'époque n'était pas un domaine seul. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur de la sécurité 360 et que l'intelligence économique, la cybersécurité, la protection de la donnée, l'entraînement et la formation de nos gens, tout ça, ça fait partie d'un continuum qui est indispensable en matière de défense. Et il faut que nos patrons le comprennent. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on on se donne 10 sur 10 à l'école des fans de la cybersécurité qu'on va pas être contourné. C'est une évidence, et tu le prouves tous les jours, moi je l'ai expérimenté. On peut rentrer par n'importe quel moyen, un smishing, un phishing, des manœuvres d'IA sur des... moi j'ai des exemples récemment, enfin c'est en train de se multiplier, des manœuvres d'IA dans des réunions Teams. L'histoire de Hong Kong. Alors, les Hong Kong, moi j'en ai une autre sur un groupe, un investisseur qui, face à un CEO, se rend compte au bout de 20 minutes qu'en fait, le CEO est une IA. Et comment ils l'ont décelé ? Par les process de leur groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas par le fait que l'IA était mauvaise et par le fait que le deepfake était très bien fait, mais parce que ça commençait à dévier. Et donc, ils ont fini par se poser la question, en train de se dire, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui. On lui a envoyé les process, il sait comment on fonctionne. Ouais. Et là ça dévie très largement. Mais vous vous rendez compte, un investisseur qui, pendant 20 minutes, se fait leurrer, c'est énorme. Alors, l'IA d'Hong Kong, ça, c'est bien fait parce que c'est une personne que vous leurrez. Mais là, vous avez un certain nombre de personnes avec une seule IA. En fait, je pense que pendant très longtemps, on a dit, quand on sensibilisait les personnes, notamment vis-à-vis du phishing, on disait si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas entendu, c'est que c'est pas vrai. Si vous lisez juste un mail, c'est pas suffisant. Maintenant, on est dans une situation où on voit et on écoute. Donc, Oui, mais justement, maintenant, le message, c'est ce que vous voyez n'est pas forcément la vérité. Voilà. Et ça, c'est des petits quand nos enfants ont leurs premiers réseaux sociaux. C'est ce que vous voyez sur Internet, c'est pas forcément la vérité. C'est comme la pub, hein. Dire, ça doit être le meilleur produit. Non, déjà, ils ont juste payé pour faire de la pub et de faire croire que... Mais et là, juste pour revenir, tu disais tout à l'heure, en effet, on parlait de déstabilisation des entreprises, etc., et de cyber. En fait, souvent, cyber, dans l'entreprise, ils ont attaqué le réseau, ils ont volé des données, bon, les données, c'est pas bien grave, etc. Maintenant, on s'aperçoit que la déstabilisation passe souvent par les membres de direction. Les dirigeants sont 12 fois plus ciblés que les autres collaborateurs, déjà. Et quand on va cibler des dirigeants, on va très bien pour la fraude au président, la fameuse. Comment on va s'y prendre ? On parlait des données fuitées l'autre fois, ou des publications, des réseaux sociaux, etc. La fraude au président, souvent, on va se dire, on va mettre un challenge avec notre assistant de direction pour dire, bon, c'est quoi le dernier cadeau que j'ai offert à mon fils, etc., en décembre. On croit que c'est secret, sauf que c'est sur Facebook. Donc, on va s'en servir, on va se servir des fuites de données pour mieux connaître et répondre à cette question et obtenir la fraude au président, obtenir de l'argent. Ça peut être, du coup, on va dire un simple délit parce que le pirate en face va juste vouloir se faire de l'argent, mais ça peut être aussi une opération de déstabilisation. C'est faire en sorte que nos concurrents aient moins d'argent sur sa trésorerie. Ça peut être une opération de déstabilisation. Un dirigeant qui se fait appeler 5 minutes avant pour dire, dis donc, je sais que, etc., toujours en exploitant des fuites de données, tu votes contre ou pour la fusion-acquisition, etc., au conseil d'administration, c'est de la déstabilisation. C'est du cyber aussi et de la déstabilisation. En fait, il faut se rendre compte que maintenant, c'est intimement lié et que ces actions peuvent être d'intelligence économique, de la lutte contre la concurrence ou de l'influence étatique, peu importe, mais voilà. Ouais, et puis ça peut aller très loin, c'est-à-dire qu'on est dans... On pourrait même parler de ciblage cognitif, c'est-à-dire que si vous arrivez à prendre possession, par exemple, d'objets connectés, une montre,
et que vous savez donc quel est le rythme de vie de la personne, de la cible, que quand elle dort peu, elle est plus irritable, et que si elle consulte tel type de publication, ça la rend totalement très énervable, il suffit d'utiliser ça pour que, effectivement, dans le cadre d'une négociation commerciale, faire en sorte qu'elle dorme peu. Vous passez devant chez elle tous les quarts d'heure et vous klaxonnez de minuit à 4 heures du matin. Il y a toutes les chances qu'elle passe une mauvaise nuit. Et le lendemain matin, effectivement, la négociation commerciale se passera moins bien que si... Forcément. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les deepfakes. Aujourd'hui, on voit apparaître des outils en fait, qui sont utilisés pour créer des deepfakes. Là, je partage sur l'écran un outil qui fait une magnifique publicité. On vous montre une jeune femme qui, grâce à l'outil, permet de ressembler à quelqu'un d'autre entièrement. Alors, on comprend, il faut sensibiliser. C'est la première étape, il faut qu'on en parle, il faut que les gens prennent conscience que tout n'est pas toujours vrai et qu'il faut creuser. Mais est-ce que techniquement, on a aujourd'hui des moyens qui nous permettent potentiellement de débunker des deepfakes comme cela ? Ça dépend de quel type de deepfake. Il y a des deepfakes qui sont géniaux. Un patron qui couvre 80 pays, qui parle une trentaine de langues pour faire un message de bienvenue ou un message de meilleurs vœux, c'est génial. Le deepfake, c'est pas non plus qu'une façon de travestir une réalité à mauvais escient. C'est aussi une façon d'améliorer, d'augmenter la réalité pour servir des causes qui sont pas forcément négatives. Maintenant, le deepfake, il peut servir, comme on vient de le dire, à des il y a eu 2 affaires récemment sur des publicités mettant en action, en scène des gens qui ne voulaient pas être dans ces publicités-là. Et après, il faut judiciariser. Ça, c'est un autre problème. Sur le deepfake, à l'heure actuelle, il commence à y avoir, j'ai discuté avec certains spécialistes du deepfake, il y a une chose que ne peut pas faire le deepfake, c'est gérer la main qui passe devant le visage. Par exemple. Donc, si vous voyez un deepfake si vous voyez une image et que vous passez pas, alors donc je ne suis pas un deepfake. C'est bon. C'est pas mal. Mais si vous passez votre main devant le visage, le deepfake n'est pas capable de le gérer. Pour le moment. Parce que j'imagine bien que dans un certain temps, ce ne sera pas que le visage, mais ce sera aussi le corps, ce sera géré. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on trouvera toujours des éléments, et puis pareil, derrière, on peut mettre de l'IA pour détecter le deepfake. On met de l'IA à l'heure actuelle pour détecter les faux papiers que l'on produit chez nous, donc ou de la biométrie, de la fausse biométrie. On est capable de mettre l'IA pour faire de l'analyse. La problématique de l'IA derrière et du deepfake, c'est le temps réel. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Et une fois que l'image est sortie ou la vidéo est sortie, comment on fait pour la contrer? Parce que la détecter, on y arrivera. Le problème, c'est quelle impression elle aura laissée et comment on va contrer cette impression. Et ça, malheureusement, on est sur de l'image animée. Donc on était au livre, on passait à l'image, on est sur de l'image animée. Et on sait tous l'entrée du train en gare de La Ciotat, ce que ça a provoqué chez l'humain. Donc on imagine bien que l'image animée aujourd'hui, c'est hyper difficile à contrer. C'est pas tant la technique que l'effet derrière que ça a sur le cerveau humain. Il y a d'autres choses aussi. Alors, on est conseillé de porter des lunettes aussi, parce que c'est difficile de reproduire le visage avec des lunettes. Bon, on a 3 personnes sur 5. Mais alors, en effet, il y a comment dirais-je, les techniques pour contrer le deepfake une fois qu'il est là. Et puis après, on en revient toujours aussi en amont. Quelle est la matière qui peut être utilisée pour créer un deepfake sur soi? Et est-ce que cette matière peut être réduite? Alors c'est difficile quand on est un personnage public, j'entends. Mais est-ce que cette matière peut être réduite pour limiter sur le deepfake? On peut très bien dire oui, mais maintenant il faut 10 secondes de voix plus une photo, on peut faire un deepfake. Ok, mais comme tu disais très bien tout à l'heure, il faut aussi tenir le discours quand on est en conseil d'administration ou autre, en visio, pour avoir quand même un discours cohérent à tenir face aux autres pour avoir des arguments qui tiennent et qui se font passer pour quelqu'un. Donc aussi, c'est une des méthodes, on en reparle toujours, cette fameuse empreinte numérique, c'est comment on maîtrise nos données en amont pour faire en sorte de limiter le deepfake, ou comment je supervise les données qui sont connues sur moi, qui ont été volées, etc., pour me dire peut-être qu'il y a un deepfake comme ça, donc
contrer éventuellement par une communication en amont, etc. Enfin, peu importe, mais améliorer les contre-IA ou je ne sais quoi. Enfin, on peut faire ça en amont aussi. Il y a Jean-Christophe qui dit d'ailleurs, en parlant de deepfake, il y a eu un deepfake vocal, donc il y a eu un cas aux États-Unis de falsification de la voix d'une petite fille pour appeler sa mère et demander une rançon en faisant croire qu'elle a été enlevée. Ça se multiplie. Alors moi, j'ai des indications qui viennent de mes équipes américaines. C'est un fléau qui est exponentiel en ce moment. Exponentiel. C'est plusieurs par jour. C'est phénoménal. En France, on est encore au SMS qu'on reçoit. J'ai plus de téléphone, papa. Envoie-moi un WhatsApp avec un code court. Malheureusement, mon fils, s'il casse son téléphone, il va pas m'envoyer un message. Il va surtout pas me le dire. Il va se débrouiller, mais il va surtout pas me dire qu'il a cassé son téléphone. Donc en fait, on est encore assez loin de la pertinence, mais on voit que c'est des domaines d'application qui se multiplient. Forcément, c'est un nouveau champ. Le champ de la voix, le champ de la vidéo. Quelque temps, on disait la voix, on ne refera pas les intonations. Moi, j'ai vu un exemple par quelqu'un qui fait du deepfake, qui m'a fait les marécages du rire en japonais. C'est quand même impressionnant. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et donc, en fait, on arrive à des éléments extrêmement intéressants. Alors, positivement, peut-être que bientôt, il n'y aura plus de doublage. Ça, c'est une question là qui se pose. Il y avait eu justement un strike justement à Hollywood parce qu'on utilisait beaucoup trop d'IA et qu'on pouvait potentiellement soit finalement remplacer des acteurs puisqu'on peut générer des images, quel est le droit derrière, soit notamment les écrivains, les scénaristes, qu'on pouvait justement générer des contenus. Donc ça a été toute une... Alors pour tous ceux qui ont vu que cette année aucune série n'est sortie, il y a beaucoup de saisons qui ont sauté, c'est à cause de ce strike, beaucoup de choses ont été mises en pause. Mais tout à fait, l'IA a fait peur et elle continue de faire peur à cet égard. Donc, en fait, pour avoir été dans l'institution avant, on le sait bien, en fait, comment on couvrait notre... On était, quand on était dans l'institution et qu'on opérait au service de la défense de la France, on avait un certain anonymat, et pourtant, on avait des réseaux sociaux, etc. Et vous le voyez encore aujourd'hui, dans les services de sécurité, vous ne voyez pas les noms et les prénoms des gens. Tout est... Voilà, il y a des... Je pense qu'il y a de l'éducation à faire. Alors, on l'a commencé à la faire il y a très longtemps côté institutionnel. C'est pas encore entré dans le grand public. Moi, mes enfants, qui sont maintenant assez grands, ont appris tout petit, parce qu'ils sont arrivés à peu près au début vraiment des réseaux, à ne jamais mettre leur prénom, ne jamais mettre leur nom, ne jamais mettre où ils habitent et ne jamais mettre leur photo. Et ces principes-là, facilement, sont toujours utilisés. Une fois que c'est rentré jeune, si on apprend ça à l'école ou chez soi, ça rentre. Et déjà ça limite franchement l'exposition. Un pack cadeau pour les anniversaires des enfants. Another Way fait une offre spéciale. C'est ça. C'est ça. Voilà. Toi aussi, tu l'as vu. Ma prochaine question est de savoir, est-ce que vraiment concrètement, est-ce qu'on peut, parce que c'est aussi le thème de ce soir, c'est concrètement, est-ce qu'on peut vraiment manipuler des foules entières et quels sont les types de données pour quel type de manipulation? Allemand. Je ne vais pas donner le mode d'emploi à tout le monde. Non, on peut peut-être partir d'exemples. Les punaises de lit. Oui, c'est clair. Un autre exemple, pendant les manifestations d'agriculteurs, certains tweets de hauts dignitaires russes en français, publiés en français sur Twitter, les étoiles de David. C'est sûr qu'on peut, puisque l'histoire l'a prouvé avec des moyens de communication qui avaient une vectorisation relativement lente et faible. En fait, il y a 3 paramètres. Il y a qualité, quantité, temporalité. Si on veut aujourd'hui, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à l'IA, on va pouvoir accélérer ces 3 paramètres, la qualité, la quantité, la temporalité. Et donc, oui, c'est certain qu'on peut manipuler des masses de population. L'histoire l'a prouvé. L'histoire ancienne, il y a des exemples. Récemment, on a reparlé le protocole des sages de Sion. Un truc a été écrit par la police secrète du Tsar et qui, tout au long du XXe siècle, a irrigué l'histoire de l'antisémitisme. Ça sort encore aujourd'hui, et encore aujourd'hui, ce fake est utilisé pour justifier certaines choses. Donc c'est vieux comme le monde, mais ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Et le problème, c'est pas que les réseaux sociaux. Les punaises de lit, ça a pris sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, vous l'avez vu à la télé. Donc même si vous n'avez pas vu de réseaux sociaux, vous voyez ça à la télé. Et là, vous vous dites, mais c'est à la télé. Donc là, c'est pas c'est moins fake, a priori. Et donc,
Et après, c'est une discussion que vous avez avec vos amis qui, eux, vous racontent qu'une fois. Alors, sur les 15 avec qui vous allez parler, il y en a peut-être un qui a vu une punaise de lit une fois dans un hôtel à Paris. Et donc là, ça y est, vous avez une preuve concrète. Donc, effectivement, ce qui part sur Internet ne s'arrête pas là. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'autrefois, celui qui lisait un livre, effectivement, on pouvait en parler dans un dîner en ville, et donc son système de propagation était finalement assez limité, et en tout cas, il prenait du temps. Aujourd'hui, grâce notamment au téléphone portable, chaque récepteur de la désinformation va être aussi un vecteur de désinformation, puisqu'il va repartager. Il y a la loi de Brandolini qui consiste à dire qu'en fait, on va dépenser beaucoup plus d'énergie à débunker et à lutter contre une fake news que à la faire. Et finalement, le temps que vous la débunkez, l'attaquant est déjà passé à la prochaine. Mais il y avait ces effets de renforcement aussi. Souvent, ça passe, les réseaux sociaux ou autres, on est surtout sur des communautés. Ce sont les communautés qui sont créées souvent par des gens qui, en fin de compte, pensent à peu près comme nous. Et donc, ça veut dire que ça offre aussi, on va dire, à l'attaquant, déjà, le fait qu'il y a déjà cette communauté qui va avoir ces tendances, un petit peu, comme je disais, écolo, peu importe, enfin, n'importe quel type de tendance, et sur lequel on va petit à petit renforcer cette tendance. On va leur emmener une petite information, punaise de lit, ou écologie, ou je ne sais quoi, et puis on va renforcer cette tendance auprès de la communauté. Et donc déjà, comme je disais, hop, il y a une propagation très rapide. Et petit à petit, il va y avoir un renfort de cette pensée, on va dire, jusqu'à des extrêmes, en fin de compte. Et après, on va voir des actions violentes, des actions de blocage, etc. Et c'est vrai que comme on fonctionne par communauté, avec des gens qui pensent à peu près de la même chose que nous, c'est assez facile de mettre un jeton dans le monnayeur, là, sur une communauté de 100 000 personnes, et puis commencer à renforcer un sentiment négatif ou autre vers les individus. Je pense qu'il y a un paramètre aussi qu'on oublie et qui est typiquement humain. On n'aime pas se faire avoir et on n'aime pas avoir tort. Et ça, malheureusement, ça fait qu'on a plus tendance à donner un élément qu'à le corriger derrière en disant « Ah, je me suis trompé ». Combien de gens qui disent qu'ils se sont trompés ? C'est super difficile de dire qu'on s'est trompé. On le voit, en plus, nos exemples le montrent. C'est difficile de dire à un dirigeant, pour un dirigeant de dire qu'il s'est trompé. Combien il y en a qui arrivent à dire qu'ils se sont trompés ? C'est super difficile. Donc, pour l'individu moyen, standard, le kidam standard avec son information, s'il la diffuse, mais c'est évident qu'il va juste dire à celui qui lui a dit que c'est faux, « Ah oui, je me suis trompé ». Mais à une personne, s'il l'a diffusé dans son terreau de 100 000, il ne va pas se mettre en défaut. Pourquoi ? Parce qu'il sera plus fiable derrière. Parce que d'un coup, la fiabilité en tant que source est détruite. Et ça, c'est un vrai problème à l'heure actuelle, parce qu'il faut apprendre aux gens à rediffuser une information en la comprenant et en l'ayant vérifiée. Et ça, c'est quasiment impossible. Et ça, aujourd'hui, ça sert à rien. Enfin, pour moi, c'est toutes ces fuites de données dont on parlait, ces publications, toute cette masse d'informations, en effet, elle peut être utilisée par un attaquant, parce qu'on connaît encore mieux, on connaît ton ennemi déjà, voilà. Et connais-toi toi-même. Alors, on connaît ton ennemi, c'est ce qu'ils font, et on essaie de nous connaître, nous. Et c'est vieux comme le monde, comme disait Philippe, c'est le principe des levées de la manipulation. On connaît mieux la personne, on va savoir quels sont ses leviers pour pouvoir le manipuler, ou ses biais cognitifs, etc. On sait quand il est fatigué, etc., comme tu le disais tout à l'heure. Et les moyens de protection aussi, c'est connais-toi toi-même, en fin de compte. Pourquoi nous aussi, on n'utilise pas toutes ces données pour se dire, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut voir de nous et mettre en place soit une contre-IA, soit une communication amont pour éviter le débunker, parce que débunkeriser après c'est mort, mais mettre une communication amont, parce qu'on voit les tendances, nous aussi. Et si on n'utilise pas ces données aussi pour anticiper et connaître la vision de notre ennemi, on sera toujours avec plusieurs trains de retard. Alors, juste tout à l'heure, Marion, vous étiez en train d'en parler, justement une information peut commencer sur les réseaux sociaux et finir à la télé au final, et donc ça devient de plus en plus légitime. Un internaute avait donné un exemple d'une fausse information qui était une photo d'une cheminée qui se faisait passer pour un missile qui avait été repris même à la télé. Donc, comme quoi, effectivement, ça peut partir des réseaux sociaux puis finir à la télé. Et là, c'est compliqué en termes de mauvaises informations. Alors, ma prochaine question, c'est comment l'État anticipe-t-il les menaces d'ingérence et de manipulation et comment réagit-il ?
Je me sens concerné. C'est celle qui parle d'uniforme sur le plateau. Je pense que ça a été bien pris en compte. D'abord, il y a une revue nationale stratégique qui a défini l'influence comme une 6e fonction stratégique. Et donc qui a désigné le Quai d'Orsay comme ministère leader et qui est en train de rédiger une stratégie nationale d'influence. Et donc, le so what, c'est que on comprend que la perception des enjeux d'influence est nettement plus importante. Et derrière l'influence, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement les enjeux liés à l'information. Aujourd'hui, il y a peu d'événements, Marion en a cité certains, qui, au sein de la société française, ne vont pas être exploités par nos compétiteurs, qui vont jeter de l'huile sur le feu pour augmenter les dissensions et nos vulnérabilités. Donc oui, il y a un véritable enjeu. Il a été, à mon avis, très bien compris. Je ne ferai pas de commentaires si ça a été fait trop tôt, trop tard, ou voilà, ça a été fait en tout cas, c'est en cours. Il y a une structuration interministérielle qui ne cesse de progresser. On a parlé de Viginum qui occupe aujourd'hui une place prépondérante dans cet écosystème. Et on a des ministères concurrents, dont le ministère des Armées, qui a la particularité d'avoir l'aptitude à exercer donc, ces moyens de coercition en termes de défense, mais aussi une aptitude, comme dans tous les autres champs de conflictualité, à mener des attaques. Et donc le ministère est parfaitement impliqué dans ces affaires-là. Ce que je retiens, j'imagine que la plupart de nos auditeurs ou spectateurs sont des gens qui viennent du monde de la technique et du monde du cyber, on va dire, classique. Excusez-moi pour ce terme. Moi, je vois qu'il y a aujourd'hui dans le cyber français un écosystème de confiance dans lequel les industriels, les institutionnels, les académiques, les opérateurs arrivent à se parler avec un vocabulaire commun, une grammaire partagée. Lorsque vous enfermez vous, dans une salle, et que vous parlez d'APT, de CTI, de SOC, de CERT, ça parle à tout le monde, ça ne fait pas débat. Il y a aussi toute la comitologie autour de l'ANSSI, avec notamment la gestion de crise cyber qui a toute sa comitologie allant de la partie technique de la partie stratégique. Et il y a aussi les clubs professionnels. Alors, je ne sais pas si... j'imagine que tout le monde connaît le CLUSIF, le CESIN, etc. Eh bien, on voit aujourd'hui que cet écosystème de confiance dans le monde cyber est en train de se dupliquer dans le champ informationnel. On voit aussi que des entreprises ont lancé des initiatives intéressantes pour fédérer les gens qui interviennent dans le milieu de la lutte contre les manipulations d'informations. Alors pour moi, l'équivalent de l'ANSSI dans le domaine informationnel, c'est Viginum. C'est là où est l'expertise française. S'agrègent autour les ministères dont j'ai déjà parlé et s'agrègent directement autour, dans un second cercle, les opérateurs de confiance qui doivent être des opérateurs français qui ont une approche souveraine de ces dossiers-là avec lesquels on doit pouvoir échanger. Et pareil, dans le monde de la formation, je pense que cet écosystème doit aussi grandir et agréger de nouvelles compétences. La difficulté par rapport au cyber classique, c'est que la filière cyber classique, elle est bien documentée. On sait à peu près ce qu'il faut faire pour être RSSI dans un grand groupe aujourd'hui. Pour être directeur de la lutte contre la manipulation d'informations, il y a quand même un champ d'investigation qui est un peu plus large, puisqu'on fait appel à des compétences de sciences dures, mais aussi des compétences de sciences molles, plutôt de la psychologie, de la sociologie, les sciences cognitives, les neurosciences. Ça peut brosser très large. Donc je comprends que ça va mettre un peu plus de temps, mais ce que je voudrais, c'est que demain, l'écosystème de confiance cyber soit en miroir d'un écosystème lutte contre les manipulations d'informations et qu'on puisse dialoguer avec un vocabulaire et une grammaire partagée. Je voulais juste compléter sur tout à l'heure quand je disais connais-toi toi-même, parce que Philippe, je t'ai interrompu. Je parlais aussi connais-toi toi-même, ça passe par aussi, à mon sens, une activité qui doit être mieux coordonnée aussi, ce qu'on appelle l'OSINT ou ROSO en français, renseignement d'origine source ouverte, qui doit aussi, nous, en termes de défense, on parlait tout à l'heure, dire qu'est-ce qu'on connaît de nous et de mieux se structurer aussi pour dire quelle est notre exposition, qu'est-ce qu'on voit de nous pour anticiper, pour nous aussi faire tourner nos IA et mettre en place une meilleure défense sur plus la sphère informationnelle et des données en fin de compte. Et ça pour moi c'est une activité aussi qui est capitale à mettre en œuvre pour se dire voilà, qu'est-ce que l'on voit de nous et comment on peut se protéger. Voilà, c'est
pour moi, c'est un vrai sujet de protection. Moi, je vais être un peu entre les deux, parce que en fait, l'État a évidemment mis un certain nombre de services à disposition des entreprises, mais en fait, il y a aussi des services qui étaient préexistants. La lutte informationnelle, elle n'est pas passée que par le cyber, et il y a des organismes étatiques qui sont auprès des entreprises et qui les aident. Et moi, je pense qu'il y a deux vrais vecteurs qui permettent d'améliorer la maturité, c'est l'échange et c'est le retour d'expérience. Il y a ces deux retours, on l'a vu dans nos métiers respectifs pendant très longtemps. Si on veut s'améliorer, il faut échanger et il faut apprendre. Et en matière d'ingérence, les vecteurs sont tellement nombreux qu'en fait, si vous n'en avez pas idée, et si on ne vous en parle pas, vous ne pouvez pas les imaginer. Et donc, on est face à des champs en plus qui vont très très vite. Bon, on parlait tout à l'heure des deepfakes, ça fait le buzz. Mais le deepfake, c'est juste un exemple. Enfin, les virements de plusieurs millions par des SMS ou par des WhatsApp, c'est déjà arrivé. Je veux dire, le deepfake, c'est juste un moyen supplémentaire, sauf que c'est impressionnant. C'est un moyen encore plus... voilà. On voit bien que le bouclier et l'épée avancent l'un après l'autre, et le bouclier est toujours en retard. Donc, il faut toujours être prêt. La meilleure manière de procéder, c'est vraiment par l'éducation et le partage d'informations. Et quand tu parlais de réseau de confiance, c'est ça qui fait la vraie force de la défense. Je pense que échange et retour d'expérience, certes, on ne va pas aller contre. Sur le renseignement d'origine source ouverte, c'est le thème de notre prochain webinaire qui a lieu pour nos membres en mai. Moi, j'ai fait des choses assez risquées dans ma vie et j'avais une sorte de motto, c'était que la peur n'évite pas le danger. Et donc, effectivement, savoir à quoi j'ai affaire et savoir comment moi je suis vulnérable, ça me semble être la base, mais c'est quand même pas de la magie. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs dans la cyber qui essaient d'avoir un discours extrêmement terrifiant vis-à-vis notamment des TPE-PME. Si je fais l'effort intellectuel d'adopter un certain nombre de bons gestes qui ne sont pas forcément très compliqués, si je m'équipe intelligemment sans forcément avoir un arsenal délirant, et si j'ai des procédures, si les choses se passent mal, a priori, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien m'arriver, mais ça veut dire que quand même, je vais atténuer un certain nombre de potentiels événements extrêmement délétères pour mon business et pour mon organisation. Devenir une cible moins facile au final et faire en sorte que ce soit la cible plus facile qui se fasse attaquer et pas nous. Quoi. Je ne peux pas dire ça, moi. Je suis un cercle sectoriel. Il faut que personne se fasse attaquer. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Merci de vous être prêté au jeu de mes questions. Merci également au public qui était à distance. Vous avez été beaucoup à poser des questions. Je n'ai pas pu toutes les poser, mais effectivement, c'est une thématique qui, je pense, porté à débat. Voilà, on l'a vu dans les commentaires sur la partie communication qu'on a fait ces dernières semaines. On l'a vu dans les commentaires également ce soir. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Another Way sur cette thématique qui, je pense, est vraiment d'actualité et qui va être suivie pour les mois à venir. Merci d'être venu. Merci aux participants à distance et je vous revois à notre prochaine émission.